Bonsoir à tous, on va reprendre l'échange de Brenna Jovanov. Les vendredis au Starlight. Chapitre 6. Roswell passa me prendre après le dîner pour notre descente hebdomadaire en ville, où nous attendaient quelques groupes locaux. En route, on ne parla pas beaucoup. Je regardais par la fenêtre alors qu'il cherchait un truc sympa sur sa radio. Il finit par l'éteindre et sa voix résonna dans le silence. Tu vas me dire ce qui va pas? Quoi? Il ne détourna pas les yeux de la route. Je trouve pas très drôle ce soir. Je haussai les épaules en regardant défiler les centres commerciaux. Ty Stewart est. Enfin, elle a piqué sa crise en cours aujourd'hui. Elle voulait me parler et je savais pas trop quoi lui dire. Sa sœur est morte. Elle devrait voir un psy. C'était en partie la vérité, mais pas entièrement. Du coup, je crus bon d'ajouter d'une voix à peine audible. Rose, je ne vais pas bien. Depuis longtemps. Roswell suivait le rythme de la tête en tambourinant sur son volant. Quel effet ça fait? Demanda-t-il soudain. D'être. Enfin, tu sais. À l'entendre, tout paraissait aller de soi, comme s'il parlait. Ah, flûte. À l'entendre, tout paraissait aller de soi, comme s'il parlait d'hémophilie ou de pouces à double articulation. Il me fallut un certain temps pour me rendre compte que j'avais bloqué ma respiration. Difficile de décrire un sujet dont on n'est pas censé parler. Et même si mon père aimait à parler de particulier, qualificatif neutre, hygiénique, j'aurais surtout parfois, rien qu'à l'expression de son visage, qu'il pensait au surnaturel. À côté de moi, Roswell tapotait toujours son volant. Finalement, il tourna la tête vers moi. Il n'était pas complètement idiot, je le savais bien. On se connaissait depuis toujours, ou presque, et je ne risquais pas de tricher avec lui. Une seule chose m'empêchait de parler, la crainte que si je m'exprimais à haute voix, il ne se mettait à considérer d'un autre œil. Ça ne se verrait pas forcément, il essaierait de ne rien montrer, mais rien ne serait plus pareil entre nous. C'était déjà moche, mais je craignais que ce soit encore pire s'il continuait de faire comme si de rien n'était. Parce que la vérité avait quelque chose d'horrible, et que je ne pouvais supporter l'idée qu'il approuve ce qui n'était pas bien du tout. L'air calme, il me jetait un coup d'œil chaque fois qu'il le pouvait, au feu rouge, comme s'il entendait ma réponse. J'abaissai la vitre pour sortir la tête, laissant la pluie m'inonder le visage. Je savais que si j'ouvrais la bouche, je lui dirais tout. L'air frais me donna du courage, mais le châssis de la voiture, sous les ailes en fibre de verre, était en acier au carbone, et je commençais à me sentir mal. De fait, tout empirait. Roswell poussa un long soupir appuyé, laissant entendre qu'il avait quelque chose derrière la tête. Bon, j'ai réfléchi, finit-il par dire. C'est pas du tout scientifique, hein, et peut-être que ça me regarde pas, mais tu nous ferais pas une grosse déprime? Je baissai la tête, serrant les poings. Non. Je me doutais de l'impression que je donnais ces derniers temps, celle d'un malade mental répondant aux questions par monosyllabes, évitant toute fatigue, dormant trop. J'avais envie de lui dire que ce n'était pas si grave, que je jouais simplement mon rôle. Quand on est tout le temps fatigué, qu'on doit recouvrir ses mains de ses manches pour éviter le contact même d'une poignée métallique, qu'on peut se féliciter d'avoir passé une bonne journée parce que personne n'a fait attention à soi, c'est plutôt déprimant. Non, ça n'a rien de grave. Le Starlight était un ancien cinéma des années 1950, transformé en théâtre à 2 étages de stuc blanc garnis de balcons et de bordures de toits en fer forgé. Il était rongé par la rouille autant que tout le reste, et des traînées brunes coulaient le long des murs comme du sang séché. On faisait la queue et on donnait 2 $ par personne au videur. À l'intérieur, la foule se pressait devant la scène. Le vieux rideau de velours la fermait encore au public. Des colonnes de plâtre ornaient les murs, et des moulages de fleurs et des oiseaux surchargeaient le plafond. C'était le groupe de Laos of Mayenne qui passait en ce moment, s'égosillant contre le gouvernement et les subventions aux industriels. La guitare solo résonnait comme si on mixait un accident de la circulation. Ça sentait partout la rouille et la bière, et les relents sinistres qui m'avaient hanté toute la journée se répandirent sur moi en une vague immonde. Roswell observa un ton sentencieux que la musique avait été, de tout temps, le baromètre des troubles sociaux, mais sa voix se perdait dans le vacarme et ma bouche débordait de salive. Ah, puis à ces orchestres comme Horton Hears, continua-t-il, personne pourrait les accuser des agitateurs sociaux, et pourtant. Tout d'un coup, je me rendis compte que j'allais vomir,
Pas dans un futur incertain, mais là, illico. Je levai une main pour m'annoncer que je m'en allais et filai vers les toilettes. Accroupi, j'essayais de vomir dans la cuvette en m'efforçant de toucher le sol le moins possible, car il était dégoûtant. Derrière moi, Roswell apparut sur le seuil. Encore une belle journée dans la vie glamour de Mackie Doyle. Ça sonnait un peu faux et j'eus l'impression qu'il voulait me réconforter, mais qu'il ne savait pas comment s'y prendre. Toute ma vie, j'avais pu compter sur lui pour détourner les yeux et faire comme si tout allait bien. Bonsoir Akam, c'est l'échange de Brenna Jovanov. J'allais me rincer au lavabo face au miroir couvert de graffitis et j'essayais de ne pas m'y regarder. Mais je voyais bien mon visage blême et crispé. Je ne pouvais m'empêcher de penser à Nathalie, à l'idée qu'un corps avait été enterré sous son nom, que ce n'était sans doute pas le sien. Je me sentais mal. Hé, tu trembles observa Roswell. Sans répondre, je fermai le robinet. Mais tu trembles vraiment. Je m'essuyai la bouche avec un papier avant de répondre d'une voix cassée. Ça va bientôt s'arrêter. C'est pas drôle, hein. Tu veux pas qu'on rentre? Si tu te détendais un peu, tu pourrais. Il s'interrompit. J'avais jeté le papier dans la poubelle et j'en prenais un autre. Mikey! Hé, Mikey, regarde-moi! Je me tournai vers lui et rencontrai ses yeux bleus, presque transparents dans cette lumière. J'aurais aimé n'importe quelle couleur pour les miens, sauf ce noir, trop noir. Pas besoin de faire comme si tout allait bien, tout le temps. Si! Criai-je. Ma voix se répercuta sur le carrelage et je m'appuyai au lavabo pour fermer les paupières. Et puis, j'ai pas envie de parler de ça! Après un court silence, il se rapprocha et je sentis sa main sur mon épaule. Curieusement, ce contact m'apaisa, me donna l'impression de me sentir plus solide. Quand je rouvris les yeux, Roswell se tenait toujours à côté de moi, mais il avait sorti un paquet de chewing-gum et versa un dans sa paume qu'il me tendit et que je pris. Allez, viens, continua-t-il en se tournant vers la porte. On va chercher Joe et Danny. Les jumeaux jouaient au billard avec Tate dans le salon près du bar. Roswell rejaunit, mais je traînais derrière. Tate me tournait le dos et il me fallait me reprendre, faire comme si de rien ne s'était passé, comme si je ne l'avais pas envoyé balader dans le parking. Si je m'étais attendue à une scène, j'aurais eu tort. Elle nous jeta un seul coup d'œil, puis reprit son jeu sur un tir direct. Pas difficile, mais elle mit du panache, les cheveux hérissés comme si elle sortait du lit. Pourtant, elle avait l'air très calme, certainement pas d'une fille qui venait de perdre sa sœur. Encore moins d'une fille qui poursuivrait le mec le plus glauque du lycée pour lui faire valoir que celle qu'on avait enterrée n'était pas sa sœur. Le coup suivant se révéla plus compliqué, une bande dans un coin, et elle décrivit un coulé puissant. La bille entra en force dans la poche, mais Tate demeura impassible. Bravo! S'exclama Roswell en se rapprochant. Elle désigna Joe et Danny de la tête. Puh, ils sont nuls, ces deux-là. Si Joe se contenta de hausser les épaules, Danny lui lança une boule de papier sur la tête. Va te faire voir, Stewart. Je me plaçai derrière elle, tandis qu'elle calculait l'angle du coup suivant. Comparé aux autres, ce n'était rien. Mais elle trembla au moment de tirer, et la bille décrivit un arc de cercle en tournoyant sur elle-même, frôla la bande et s'immobilisa en équilibre au bord de la poche. Tout sourire, Danny la gratifia d'un coup d'épaule. Hey! Rappelle-moi qui est nul! Elle lui lança la canne. Ouais, c'est ça. Je vais me prendre un coca. Joe se rapprocha, l'air normalement aimable. On a progressé avec la peur rouge. On vient de trouver un tas de pièces détachées sur Internet. Et je crois qu'il y en a d'authentiques cette fois. On a failli pas venir ce soir pour rester travailler dessus. Madame Corbat était antiquaire, façon correcte de dire qu'elle collectionnait tout un bric-à-brac de vieilleries. Les jumeaux piochaient régulièrement dans son stock depuis qu'ils étaient petits, récupérant pour les réparer les grippins et les radios hors d'usage. Voilà 6 mois qu'ils travaillaient à ce projet de peur rouge. C'était un détecteur de mensonges des années 1950 qui ne fonctionnait pas. Je ne voulais pas jouer les pessimistes, mais malgré ce que disait Drew, ça ne marcherait sans doute jamais. Une balustrade entourait le salon à hauteur de la scène, et je m'appuyais pour regarder les spectateurs en contrebas qui dansaient le moche, se télescopant les uns les autres, tournoyant, se marchant sur les pieds, se séparant pour reprendre de plus belle. Ça me fatiguait de voir ça. Je m'adossai au parapet et fermai les yeux. Qu'est-ce que t'es venu faire ici ce soir me demanda Roswell.
J'entendais à peine sa voix sous la musique. Je poussai un soupir, essayai de paraître à peu près réveillé. C'était mieux que rien. Bah ouais. À croire qu'il n'avait jamais rien entendu de plus bête. En me redressant, j'aperçus Alice derrière les danseurs en compagnie des filles venues des lotissements les plus récents. Une jolie lumière dansait sur son visage. Sur scène, le groupe de Lois of Moyenne achevait son concert et saluait avec une certaine ironie. Ils débranchèrent leur ampli dans un silence aussi lourd que j'en grinçais des dents. Je préférais me concentrer sur Alice et sur les lumières colorées. D'après Roswell, j'avais un ticket avec elle, mais même si c'était vrai, ça ne me disait pas que je devais faire. Elle brillait comme une étoile parmi ces gens, alors que j'étais destinée à passer fêtes et soirées collées au mur avec les mecs du club de latin. Sauf que ce n'était même pas vraiment ce qui me décrivait le mieux. Roswell faisait partie du club du latin, du club de débat, et il faisait partie des meilleurs élèves. Il était du genre à collectionner des capsules de bouteilles et des stylos extraordinaires. Durant son temps libre, il fabriquait des pendules à partir de toutes sortes de matières et ce n'était encore qu'un début. Il jouait aussi au foot et au rugby, participait à toutes les compétitions interscolaires. Il souriait, il étreignait tout le monde tout le temps, ne se conduisait jamais comme si quelqu'un risquait de ne pas l'aimer. Il pouvait faire ce qu'il voulait, traîner avec qui il voulait et toujours s'en tirer. Quand il parlait aux filles, même les plus jolies, les plus populaires comme Stephanie Beacham, elles pouffaient, gloussaient, comme si elles n'arrivaient pas à croire qu'on ait pu les remarquer. Il partait du principe que tout allait toujours bien, pendant que moi j'essayais de me fondre dans la masse. Le rideau se rouvrit sur le groupe Rasputin Sing the Blues. Le Starlight avait toujours au moins 5 orchestres sous contrat, mais pour tout le monde, Rasputin y était chez lui. Quant aux autres, ils voulaient tous y faire au moins une apparition. Non pas que les autres groupes ne soient pas à la hauteur, mais Rasputin était tout simplement meilleur. Dès qu'ils se lançaient dans une chanson, on avait l'impression d'en entendre l'unique version originale. Leur chanteuse, Carlina Carlyle, entra sur la scène en se pavanant, ses cheveux entièrement relevés sur le sommet du crâne. Elle portait une robe sombre au haut col d'un style un peu ancien malgré la jupe s'arrêtant à mi-cuisse. Dans une pose de super-héroïne, elle empoigna le micro, l'air un peu fou, avec ses yeux trop bleus aux paupières maquillées de noir. Ils se lancèrent dans une chanson de Leonard Cohen, au riff assez dur pour que la percussion évoque des battements de cœur. Joe s'approcha de la balustrade, se pencha vers moi, l'air de s'ennuyer mortellement. J'en ai trop marre de Leonard Cohen. Tu te rends compte comment ça serait cool s'il chantait plutôt Eat Like a Hole, ou même du Saliva, ou du Manson, ou du Gutter Twins. Sur scène, Carlina répétait Repents, non pas comme les choristes sur l'album, mais en grondant, en hurlant, la tête renversée en arrière. Dans l'ancienne fosse d'orchestre à ses pieds, la foule brillait avec elle en levant le poing vers le ciel. Finalement, Leonard Cohen pouvait être aussi hard que Reznor ou Manson, si on savait le chanter. Ils entonnèrent ensuite un air original qui parlait de mettre le feu autour. Carlina tira une cigarette de derrière son oreille et en arrachant le filtre du bout des dents, ce qui acheva de rendre le public complètement fou. À l'autre bout de la scène, Alice riait avec Jenna et Stéphanie et d'autres filles tout aussi superbes en top de couleurs vives et jeans serrés. Quand elles dansaient, elles semblaient bouger à l'unisson comme si elles s'étaient concertées sur le pas. Le bassiste cessa ses accords d'accompagnement pour s'avancer dans la lumière et sortir quelques allumettes de sa poche. Ses bretelles scintillèrent. Allume-la! Allume-la! Cria une voix dans la foule. Il salua, frotta une allumette entre ses dents et l'offrit à la chanteuse. Celle-ci ferma les yeux et se pencha dessus. Alors, il lâcha tout. Il en craqua une deuxième sur sa manchette, mais quand Carlina s'inclina, le feu s'éteignit. Pour sa troisième tentative, il n'eut plus qu'à claquer de ses doigts pour faire jaillir la flamme. Il la tendit à Carlina, qui la fit vaciller en inhalant. Sa cigarette allumée, la chanteuse se mit à aller et venir, suivie du guitariste dont le solo évoquait du verre brisé et des cordes emmêlées. Son haut de forme noir creusait les traits de son visage émacié. Derrière, le batteur conservait le tempo, mais chaque fois que Carlina se déhanchait, il soulignait le mouvement d'un coup sec sur la grosse caisse. Si elle se cambrait, s'ensuivait un claquement rythmé. Aussi fascinée que tous les autres mecs du public, je ne la quittais plus des yeux.
Elle s'arrêta dans le rayon du projecteur, tandis que le guitariste tournait autour d'elle en haletant comme un chien. Avec un clin d'œil, elle lui déposa sa cigarette sur la langue, et il poursuivit son manège dans les braillements de fin du monde de la salle déchaînée. Carlina attrapa le micro et se remit à chanter. Personne ne veut d'une race de monde dans cette ville endormie. À son côté, son partenaire crachait de la cendre, faisant monter le ton. Quand la foule cessa de l'acclamer à tout propos, il leva la tête et sourit dans la lumière, comme s'il venait de découvrir le soleil. La vibration commençait au sommet de mon crâne pour venir se répandre au travers ma poitrine et mes bras. Je le reconnaissais. L'angle de la scène m'empêchait de bien voir ses yeux, d'autant que son chapeau lui masquait la moitié du visage, mais même dans l'ombre, je le reconnaissais. Je l'avais vu sur la passerelle. Il m'avait interpellée, sur mes iris noirs, avait louché sur mes yeux tremblantes et ma bouche bleuie. Je restais là, à contempler cet homme effrayant au sourire effrayant. Je connaissais son secret, lui, le mien. Après l'ensemble Rasputin arriva à la concertina. La voix du chanteur était correcte, mais il produisait des arrangements approximatifs avec trop de distorsion. La présence experte de Carlina Carlyle manquait beaucoup. Si bien que le Starlight redevint exactement ce qu'il était, une salle poussiéreuse et fatiguée. Une scène louée. Alice restait dans son coin parmi ses amis, et j'eus soudain très envie de boire de l'eau. Excellent prétexte pour me rapprocher d'elle. Je passerai dans les parages, lui dirai quelque chose, à moins que ce ne soit elle. Je me dirigerai vers le bar. Le guitariste de Rasputin apparut silencieusement. Moi qui me sentais jusque-là si seule à longer mon mur vers l'issue de ce cours, voilà que je me retrouvais près de ce type bizarrement éclairé par la lumière verdâtre du panneau de sortie. Avec un sourire amusé, il indiqua du menton l'endroit où se tenait Alice. Elle est jolie. Seulement tu dois te méfier de ce genre de fille. Elle pourrait te coincer dans le parking, t'embrasser avec la langue glacée pleine de fer. Je reculai, mais il m'attrapa par la mâchoire, enfonça les doigts sous mon menton et tira. Ma tête prit un angle inhabituel, son haleine brûlante sentait le feu de feuilles mortes. Salut. On se regardait dans cet éclairage blafard. Il me faisait mal, mais je ne me débattis pas. Il savait peut-être se camoufler sur scène, mais là, c'était plutôt gênant, en pleine lumière. J'aurais pu me libérer, mais ses yeux étaient trop sombres, ses dents trop étroites et pointues, si serrées qu'elles se chevauchaient. Je restai immobile, prête à tout pour passer inaperçue. Il se pencha sur moi, si bien que le bord de son chapeau nous masqua tous les deux. Tu es pâle et tu as froid, et tu pues l'acier. Il parlait d'une voix étranglée, comme si ses mots restaient bloqués derrière ses dents. Ne fais pas celui qui n'est pas contaminé, qui n'a pas mal. Ton souffle te trahit, et aussi le blanc de tes yeux. C'est déjà dans ton sang. Incapable de bouger, je le laissai m'étendre la gorge encore plus. Il murmura d'un ton sec. Il te faut vraiment un pauvre type comme moi pour t'annoncer que tu es en train de mourir. Mourir jeune. Chapitre 7. Mon cœur battait la chamade et je levai la main pour ne pas perdre l'équilibre, comme si tout s'écroulait sur moi. Il n'y avait plus que le guitariste et ma main sur le mur. Je ne voulais rien faire pour lui donner raison. Mourir? Ça me semblait tellement énorme que j'en étais complètement désorientée. J'étais sans doute malade, mais mourant? Pourtant, au fond de moi, je savais qu'il disait vrai. Il me suffisait de penser à toutes les fois où j'avais mal supporté des trajets en voiture ou des travaux pratiques de science sur la paillasse métallique d'un labo. Et ça ne faisait qu'empirer. Si on s'en tenait aux faits, je n'aurais même pas dû me trouver encore en vie. Dans des circonstances normales, j'aurais déjà tiré ma révérence, me retrouvant sous terre comme Nathalie Stewart depuis belle lurette. Non pas comme Nathalie, comme la chose enterrée à sa place. Un soudain courant d'air frais, et je me mis à trembler. L'homme se voûta au-dessus de moi, sourit presque gentiment. Son nez si près du mien qu'il le touchait presque, c'était très désagréable. « Je pourrais transformer ta vie, » assura-t-il dans un murmure. « Viens me voir ce soir, et je te sauverai. »
Sur la scène, la concertina jouait une chanson titrée Tuer tous les lâches, et personne n'avait sauvé Colin Corey. Peu importait que la justice du comté ressemblait à un assassinat qui n'avouait pas son nom et que lui n'ait pu se défendre. Il ne fallait jamais se fier aux inconnus, de peur de se retrouver pendu. Je dégageai mon poignet de sa main. Ses yeux n'étaient plus que des poches obscures, pourtant traversées d'une soudaine lueur féroce et brûlante sous le rebord de son chapeau. Je me détournai rapidement et repartis sans lui laisser le temps de me rattraper. Le cœur battant à tout rompre, je me faufilai à travers la foule en direction de Roswell, dont j'entendais le rire énorme et voyais les bras agités, ce qui me donnait l'impression de revenir à la normale. Cependant, cette fois, je le savais, il ne suffisait plus de faire comme si tout allait bien. J'entendais encore un faible écho dans la voix du guitariste. « Tu es en train de mourir. » Près des tables de billard, je retrouvai Joe, en train d'écraser Roswell sur un œuf, empochant l'une après l'autre les billes de couleur, puis recommençant, après avoir gagné. « Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas » s'enquit Danny. « Rien, dis-je en m'éclaircissant la gorge. C'était un malentendu. » Danny eut un regard oblique. Quand les choses paraissaient mal tournées, on pouvait compter sur lui pour balancer une vanne. Mais là, il n'avait pas du tout l'air de plaisanter. Drôle d'endroit pour un malentendu. Qu'est-ce qu'il te voulait ? Tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. La lueur verdâtre de l'issue de secours semblait papilloter légèrement. Danny me considérait d'un air atone. Qu'est-ce qu'il voulait, ce type ? M'emmener quelque part, me dire ou me donner quelque chose. Il voulait me sauver, et moi aussi j'aurais bien voulu. Mais pas au milieu de Starlight, au vu de tout le monde, pas ce type aux yeux trop noirs et trop brillants avec ses dents jaunes. Danny m'interrogeait du regard, comme si j'allais tout lui raconter. Ce fut Tate qui me sauva en revenant vers nous, essoufflé, le visage brillant de transpiration, son t-shirt déchiré à l'épaule, comme si on l'avait attrapé par le col. Elle vient s'asseoir sur la balustrade à l'instant même où Alice descendait les marches derrière elle. Ces deux-là avaient dû discuter, même si on ne les voyait jamais ensemble au lycée. Pourtant, Alice dépassa Tate pour me rejoindre. « Hé, Maki, je te cherchais. Tu m'avais l'air mal en point hier. Roswell a dit que tu étais rentrée chez toi. Ça va mieux ?» Ça n'allait pas mieux du tout. Cependant, je haussai les épaules. C'était rien. C'est pas ça une mèche derrière l'oreille. « Alors je vais te demander, Stéphanie donne une fête demain soir, tu viendras ?» Je lui souris, ça faisait du bien. « Ouais, sûrement. » Je sentais le regard de Tate posé sur moi. Ça me donnait envie à la fois de me tourner vers elle et de me trouver ailleurs. Poussant un soupir, Alice s'adossa au mur et son bras effleura le mien. Dans la clarté de la lampe de billard, ses cheveux brillaient d'un éclat métallique. « Alors, t'es allée sur scène ? T'es allée voir ? C'est dingue ce soir. Tu te rends compte qu'un type m'a poussé sur la table d'harmonie exprès ? Oh, je suis quand même une fille, hein. Pas un gros bras excité. » L'air agacé, Tate s'éloigna de la balustrade. « Bah, fallait pas descendre de la fosse, hein. » Alice ouvrit la bouche pour répondre, mais Tate était déjà loin. Alors elle posa sur moi un regard rempli de tristesse. « Oh, la pauvre, elle est en plein déni avec sa sœur. Elle fait comme si de rien n'était. » Je ne répondis pas, car ce n'était pas tout à fait la réalité. Ce que Tate croyait ne correspondait simplement pas à ce que les autres pensaient. Tate disposait rageusement 8 billes dans un triangle. D'un coup, j'eus envie de m'excuser pour ne pas avoir eu l'air de courage de l'écouter et pour l'avoir laissé affronter la classe seule alors que c'était mon tour. Appuyée sur moi, Alice la regarda ôter le triangle. « Tu sais ce qu'ils ont décidé avec sa famille ? Parce que là, elle devrait être chez elle en train de pleurer de les consoler, non ?» Je haussai les épaules. Les jumeaux connaissaient Tate depuis le collège, mais elle ne le laissait pas facilement approcher. « Hé, Mikey, tu veux jouer ?» me proposa Joe. Je fis non de la tête. Ce fut le tour de Danny, commença par frotter sa queue de billard à la craie, mais ne toucha pas pour autant une bille. En prenant la main, Tate me décocha un sourire appuyé, et j'eus l'impression qu'elle essayait de m'imaginer avec une barre d'armature au travers de la poitrine. « Ça va mieux pour toi ?» dit-elle. « Car je t'aurais anéanti. » En moi, une petite voix murmurait. « Inutile, de toute façon, je suis déjà en train de mourir. »
On échangea un court regard jusqu'à ce que, sans prévenir, elle me menace d'un air dantesque et balança la canne en direction de Joe. Alice devait l'avoir vue elle aussi, car elle avait reculé. Les pieds de Tate touchaient presque les miens, et elle me regarda dans les yeux. Bon, j'en ai marre là. Il va falloir que tu me parles. Malgré mes efforts pour avoir l'air sûr de moi, je dus fixer un objet au-dessus de sa tête pour empêcher ma voix de trembler. Mais on n'a rien à se dire. Elle m'attrapa le bras, m'attira plus près d'elle. Écoute, tu te contrefiches peut-être de tout ça, mais je ne vais pas rester plantée là. Comment? Non, pardon. Je ne vais pas rester plantée là, comme il ne se passe rien. Tate, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Arrête, tu m'as cru tout à l'heure et ça t'a fait flipper. Mais là, tu es trop réduit en carpette pour oser le dire. Les paupières baissées, elle se relâcha, mais ses ongles s'enfonçaient dans mes poignets. Pourquoi tu ne veux pas le dire? Elle serra les dents et je la dévisageai bouche bée, parfaitement conscient que j'étais loin du plus furieux de nous deux. C'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire. Voilà ce que j'aurais dû lui dire. Pas la peine de prendre un air satisfait parce que tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est d'être moi. Il y a des gens battus à mort pour ça, qui se font lyncher. Je dois me tenir constamment en marge, me fondre dans la masse, sans la moindre chance de vivre normalement. Le plus léger des poids et altères menace ma vie. La moindre boîte de conserve me vaut une intoxication alimentaire. Et ce qui me fait tout drôle, c'est que je suis sans doute en train de mourir. Pourtant, je me contentais de la fixer, et comme elle n'ajoutait rien, je libérai mon bras. Adossée au mur, Alice nous contemplait d'un air estomaqué. J'avais envie de lui dire que j'étais désolée de l'avoir interrompue, que ma vie n'était pas constamment aussi bizarre, mais j'avais la gorge tellement nouée qu'aucune parole n'en sortait. Alors je me mêlai à la foule, à la recherche de Roswell. Il s'était installé au bar avec Stéphanie et Jenna. Je le pris par le dos de sa veste et l'entraînai. Il ne me demanda même pas pourquoi je fuyais de la sorte. Pas très glorieux. J'aurais dû filer plus vite, mais j'avais toujours manqué de discipline. Je ne jetai qu'un regard par-dessus mon épaule. Un seul. Un de trop. Tate se tenait dans le salon où je l'avais laissé, l'air catastrophé. Appel au secours, chapitre 8. Quand Roswell m'eut déposé à la maison, j'attendis que ses feux... Pardon. Quand Roswell m'eut déposé à la maison, j'attendis que ses feux arrière aient disparu au coin de la rue pour m'asseoir sur le perron, la tête entre les genoux. Il faisait frais, mais je restais là, à écouter la pluie. Mon cœur battait à mes oreilles. Le dernier regard de Tate à la sortie de Starlight m'avait laissé une forte impression. Je rentrai en trébuchant, essayai d'accrocher mon suite à une patère. Il tomba et je le laissai au sol parce que ça me semblait trop compliqué de me baisser pour le ramasser. J'ai dû m'arrêter au milieu de l'escalier pour reprendre mon souffle. L'obscurité m'isolait, mais j'en avais l'habitude, et je tombai sur mon lit sans remonter les couvertures ni ôter mes chaussures. Mes rêves furent pires que jamais. Je me retrouvai seule derrière une fenêtre balayée par les feuilles dont un coup de vent brutal faisait claquer les rideaux. Mes articulations me faisaient mal, et même à moitié endormie, je sentais mon cœur qui battait, qui ralentissait, qui cafouillait. Lent, trop vite. Plus rien. Je rêvais que Kellan Corey, les habitants de Gentry, enfonçaient la porte de son petit appartement en l'entraînant dans la rue. La scène paraissait floue et surexposée, superposée à celle du moulin d'un Frankenstein. Les villageois avec leurs torches, et cette silhouette pendue à un chêne au bout de Heath Road. Le lendemain matin, je me réveillai assez tard, assoiffée, épuisée. D'un pas traînant, j'allais prendre une douche, rester près d'un quart d'heure sous l'eau, sans toucher au savon, sans lever les bras, puis m'essuyer, m'habiller à la va-vite et descendis. Dans la cuisine, maman secouait une poêle en cuivre d'avant en arrière sur le gaz, et ce bruit me donna envie de m'arracher le crâne. Elle ouvrit un tiroir, en sortit la spatule. Je contemplai un instant ses beaux cheveux blonds qui s'échappaient de sa queue de cheval. Elle affichait son expression habituelle, calme, patiente, parfaitement insouciante. « Tu as pris ton petit déjeuner ?» lança-t-elle. « Je fais des pommes de terre sautées si tu en veux. » Comme je secouai la tête, elle soupira. « Mange un peu !» Je me servis de céréales à même la boîte. Maman leva les yeux au ciel mais ne dit rien. Dehors, la pluie tombait. Mais dans mon état, je préférais encore ce ciel gris à une lumière éblouissante qui m'aurait grissé comme un flash. Les feuilles d'automne frémissaient et s'inclinaient sous les gouttes incessantes. Je m'assis à table pour avaler quelques poignées de céréales. J'avais envie de poser la tête sur mon bras
ou de demander quelle heure il était sans savoir comment formuler ma question. Et mes articulations se figeaient au bord de la rupture. Où est Emma? J'avais posé cette question, les yeux plongés dans la boîte au fond de laquelle on ne voyait rien. Elle a parlé de travaux pratiques au labo. Elle avait rendez-vous avec une amie sur le campus. Janet, je crois. Janice. Peut-être, dit maman en se retournant vers moi. Tu es sûre que ça va? Je te trouve bien pâle ce matin. Je refermai l'emballage. Dans ma tête, j'entendais encore la voix râpeuse du guitariste. Tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Au bord de l'épuisement. Maman, tu t'es déjà demandé ce qui arrivait aux enfants disparus? Elle s'immobilisa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, les mômes, ceux qui sont remplacés par des gens comme moi. Il y a bien une raison. On doit les amener quelque part, non? Certainement pas dans un endroit agréable. Sa voix paraissait si calme, si catégorique, que sur le coup j'hésitais à poursuivre. Ben, tu dis ça parce que tu sais que je viens d'un endroit affreux, vu mon apparence. Non, je le sais, parce que ça m'est arrivé. J'en restais estomaquée. Comment ça? Ses yeux irréels, trop grands, trop clairs, laissaient à penser qu'elle ne gardait aucun secret, et quand elle les détourna pour me répondre, je compris qu'elle disait la vérité. Ils m'ont emmené, c'est tout. Ça n'a rien d'excitant ou de séduisant, ce sont des choses qui arrivent. Voilà tout. Pourtant, tu es là maintenant. Là, à Gentry, tu mènes une vie normale. Alors où est-ce qu'ils t'ont emmené? C'est un sujet de conversation que je préférerais éviter. Ne mets plus ce genre d'horreur sur le tapis. Je ne veux même pas y penser. Tout en fredonnant, elle se mit à éplucher un oignon qu'elle coupa en dés. Je baissai les paupières. Que faire de cette pesante information? Je n'en avais aucune idée. Mon père entra sans prêter la moindre attention au lourd silence qui régnait entre nous. Il m'envoya une bourrade dans l'épaule et je m'efforçai de ne pas sursauter. Il ne se sent pas bien, indiqua maman, le dos tourné. Elle coupa l'oignon en morceaux de plus en plus petits, minuscules. Mon père se pencha vers moi. C'est bien vrai, ça? Je hochai la tête sans répondre. Je ne me sentais vraiment pas bien, mais depuis de bonnes minutes, c'était pire que jamais. Tout en hachant son oignon, maman s'était remise à chantonner de plus en plus fort. Elle nous tournait toujours le dos et je voyais briller la lame de son couteau, jusqu'au moment où elle poussait une exclamation. Une odeur de sang jaillit, envahit l'atmosphère, et maman se précipita vers l'évier pour ouvrir le robinet au-dessus de sa coupure. Je me plaquai les mains sur le nez et la bouche alors que la pièce tanguit autour de moi. Sans un mot, mon père alla ouvrir le placard au-dessus des réfrigérateurs pour en sortir des pansements. Tous deux face à face devant l'évier, elle lui tendit la main et il pressa une serviette en papier. Elle se coupait sans arrêt. Dans son métier, elle n'avait jamais eu d'accident. Mais à la maison, elle se cognait bras et jambes, se heurtait souvent contre les meubles, comme si elle oubliait leur emplacement. Après lui avoir bandé le doigt, mon père lui lâcha la main. Sur le gaz, les pommes de terre commençaient à griller, répandant un fumée carbonisée. Merci, dit-elle. Il l'embrassa sur le front et sortit. Maman resta devant l'évier et regarda par la fenêtre, puis finit par éteindre le gaz. J'éloignai les mains de mon visage et respirai. L'odeur du sang flottait autour de nous. Une légère mais frémissante douleur me prit derrière l'oreille gauche. Je vais me retourner me coucher. Dans ma chambre, je me débarrassai de mon t-shirt et baissai les stores. Puis je m'allongeai, tournai vers le mur et remontai les couvertures sur ma tête. Je m'éveillai dans un sursaut désagréable. Il faisait sombre et mon téléphone vibrait sur ma table de nuit. Je me retournai. Dans une semi-obscurité, j'apercevais les silhouettes de la guitare, de l'ampli et des meubles. J'avais envie de me rendormir. Le téléphone continuait de vibrer. Je finis par répondre. Oui. Hey, t'emballes pas comme ça. C'était Roswell. Pardon, je dormais. Bon, Stéphanie donne cette fête ce soir. Et il va peut-être y avoir une autre chez Manson. Tu veux que je passe te prendre? Je roulais sur le dos en fermant les yeux de toutes mes forces. Je crois pas. Allez, tu vas pas rater ça. À cette époque de l'année, les filles s'habillent comme des poules de luxe. On va rejoindre les jumeaux, puis coller un peu. J'ai l'impression qu'Alice a très envie de te voir. Je me frottais les paupières.
Bon, écoute, je te laisse pas tomber. Enfin si, mais pas vraiment. Mince, il est quelle heure? Presque 21 heures. Au bout du fil, une porte s'ouvrit, ce qui arracha un soupir à Roswell. J'entendis sa mère, en arrière-plan, lui dire qu'il devait nourrir le chien. Je ne compris pas ce qu'il répondit d'une voix étouffée, mais ça la fit rire. Ce qui me rappela que je m'étais levée un moment ce matin et que j'avais eu une conversation terrible avec maman. Ça me revenait un peu comme un cauchemar que j'avais du mal à reconstituer. Et puis Roswell reprit la ligne. Ça va toi? Ouais. Sauf que je vais pas sortir là, pas ce soir. Après avoir raccroché, je me cachai la tête sous l'oreiller et recommençai à flotter dans un agréable oubli quand le téléphone sonna encore. Cette fois, je vérifiai, mais je ne reconnus pas le numéro. Je répondis, me disant que ce devait être quelqu'un du lycée pour les devoirs ou autre chose d'aberrant. J'espérais sans y croire que ce serait Alice. Si j'eus du mal à reconnaître la voix de Tate, sa brusquerie aurait dû m'orienter. Maki, j'ai un truc à te dire. Retenant mon souffle, je retombai sur l'oreiller. Comment t'as eu mon numéro? Si tu voulais pas que je t'appelle, tu n'avais qu'à dire à Danny de pas me le donner. Bon, maintenant, où est-ce qu'on se retrouve? Parce qu'il faut vraiment que je te parle. Mais je peux pas. Mais si. Bon, d'accord, alors c'est moi qui viens. Tu es chez toi? Je serai dans 10 minutes. T'as intérêt de t'y trouver. Non. Enfin, je veux dire, j'y serai pas. J'ai une fête avec Roswell, et là je pars. Une fête? Répéta-t-elle d'un ton glacial. Je me représentais très bien l'expression de son visage, ce mélange bizarre d'agacement et de tristesse. Une demi-seconde, je m'imaginais en train d'effleurer sa joue du pouce pour tenter d'effacer son chagrin, mais ce petit rêve s'effaça dès qu'elle reprit la parole. C'est très bien qu'il se passe des trucs hallucinants, et toi, tu vas à une fête? Non, mais j'y crois pas. Mais je sais rien du tout, d'accord? Bon, allez, je raccroche. Maki, espèce de. Bonsoir. Et j'appuyai sur fin. Puis je rappelai Roswell. Il répondit à la première sonnerie, l'air joyeux. Alors? Tu me souhaites bonne chance pour tenter de sauver Stéphanie de l'infâme tyrannie de la mode? Je peux venir avec toi? Ouais, parfait! Enfin, pas pour l'histoire du sauvetage. Là, ça ne concerne que moi, d'accord? J'éclatai d'un rire qui me parut presque normal, à mon grand soulagement. Quant à Roswell, il continuait d'un ton faussement dégagé. Bon, tu te souviens que je t'ai appelé il y a un quart d'heure, non? Dans la conversation, je t'ai demandé si tu voulais aller à une fête, picoler et tâcher de charmer Alice. Elle te trouverait charmante de toute façon. Mais t'as dit que non, je crois. J'espère que t'en souviens au moins. Je m'éclaircis la gorge. Ben, j'ai changé d'avis. Il observa un moment de silence. Tu m'as l'air déphasé, ça va? Non, mais on s'en fiche. Mikey, t'es sûr de vouloir sortir? Je respirai un bon coup. Je veux surtout sortir de cette maison. Après avoir raccroché, je fermai les yeux pour essayer de voir clair dans mes pensées. Puis je me levai. Si je voulais sortir avec Roswell, il fallait commencer par mettre de l'ordre dans mes cheveux, ouvrir le dressing, enfiler une chemise. En général, quand je dormais toute la journée, mon vertige disparaissait. Mais là, dès que je tournais la tête, c'était comme si la pièce entière exécutait un salto arrière. Et je devais me retenir à la porte du placard pour garder mon équilibre. Maki? Emma se tenait à l'entrée de ma chambre en jogging, les cheveux relevés sur la tête comme d'habitude. Elle ne sortait pas beaucoup. Et là encore, on avait l'impression qu'elle s'apprêtait à passer sa nuit à lire. Je fermai le tiroir, me tournai vers elle. Tu peux entrer si tu veux. Elle fit 2 pas, s'arrêta de nouveau. Janice, ma copine du labo, elle m'a donné quelque chose. Elle tenait un sac en papier. Elle a dit que c'était une espèce d'extrait holistique. Sa voix vibrait d'excitation. Elle a dit. Elle a dit que ça te ferait du bien. Elle traversa la pièce pour poser le sachet sur le bureau. Merci, dis-je alors qu'elle repartait. Emma, mais elle était déjà sortie. J'ouvris le sac. Il contenait un minuscule flacon de verre brun à l'étiquette manuscrite. Aubépine forte, stimulante, buvable. Il n'avait ni bouchon, ni capsule, de la cire embouchée, le goût de l'eau. Je la cassai avec l'ongle du pouce et sentis aussitôt monter une forte odeur de feuilles. Forte, mais ni putréfiée ni vénéneuse. Je faisais confiance à Emma. Depuis toujours, elle s'était donnée pour mission de veiller sur moi, de s'assurer que j'allais bien.
Mais me faire boire un truc inconnu, c'était différent. Je n'étais pas certain de faire aussi confiance à Janice. Mon impression première était que si les choses continuaient sur cette lancée, soit je me réveillerais un matin incapable de sortir de mon lit, soit je m'endormirais définitivement. Je léchai une goutte du liquide sur mon doigt et attendis. Au bout de quelques minutes, la potion hippie de Janice ne m'avait pas tué. J'en avalai une bonne gorgée, puis une autre. Ça m'évoquait vaguement une vieille eau de vie diluée. Pas mauvais, pas très bon non plus. Je rangeai la bouteille, enfilai une chemise de colle pas trop froissée et m'aperçus que je me sentais mieux, bien mieux. J'étais fatiguée depuis si longtemps que je l'avais presque oublié. Je m'étirai, les muscles de mon cou se détendirent. Dans la salle de bain, devant la glace, je vis que mes yeux avaient retrouvé leur couleur ténébreuse habituelle, pupilles noires, iris brun foncé. Si ma peau restait très blanche, mon teint clair ne paraissait plus cadavérique. J'avais l'air de quelqu'un d'ordinaire qui sortait le samedi soir. L'air normal. Je regagnai ma chambre pour examiner le flacon. L'étiquette du papier épais ne comportait rien d'autre que l'inscription manuscrite. Aubépine forte stimulante, buvable. Je connaissais l'aubépine, un petit buisson épineux poussant le long des routes de campagne, mais rien n'indiquait la composition du liquide. Ma tête fourmillait de questions. Ce que c'était au juste, comment cela agissait? Si se sentir mieux équivalait à une guérison, si Emma m'avait sauvé la vie. Même si d'instinct j'en doutais, un sourire naissait sur mes lèvres. Voilà des semaines que je m'étais pas portée aussi bien. Des mois peut-être. Tout d'un coup, j'avais envie de me dépenser à fond, de gambader à travers la chambre, de rire comme un fou, de retrouver Emma pour la serrer dans mes bras jusqu'à ce qu'elle rie elle aussi et qu'on tombe par terre à bout de souffle. J'avais envie de faire la roue, des sauts périlleux, mais il n'y avait pas assez d'espace. J'éteignis et sortis. Emma? J'appuyai le front contre sa porte, et comme elle ne répondait pas, j'ouvris. Emma, c'est quoi ce truc? C'est dingue! Mais Emma n'était pas dans sa chambre, ni nulle part ailleurs. Pour la première fois depuis ma rencontre avec le guitariste, la voix dans ma tête avait baissé le ton. Peut-être que la mort n'était pas forcément au programme. Peut-être qu'il me restait une chance de mener une existence vraiment normale. Je n'y croyais pas vraiment. Je doutais de l'effet de cette bouteille, trop beau pour être vrai. Mais je n'avais pas envie de jouer à ça pour le moment. J'éprouvais trop de plaisir à me sentir libre. Quand j'entendis la voiture de Roswell devant la maison, je dévalai les escaliers. Sur le perron, je fus assaillie par un barrage d'odeurs. La puanteur des citrouilles vidées, le fumet des feux de feuilles séchées, et même le parfum plus léger, mais bien réel, du lac asséché de Country Road. La nuit était profonde, vibrante et férocement vivante. À 3 rues de là, j'entendis Madame Carson Scott qui appelait son chat, puis le tintement léger du collier de l'animal arrivant à travers les buissons. Même les voitures de Bitavine semblaient passer juste devant moi. Tant pis pour Tate, tant pis pour les enfants morts, les casiers sanglants, et même cette migraine qui me prenait chaque fois que je pensais à ma famille ou à mon avenir. Ma vie était là, juste là, et j'y tenais. Deuxième partie. Les mensonges qu'on raconte. Tout ce qui brille, chapitre 9. Devant la maison de Stéphanie Beecham, la rue retentissait de claquements de portières. Un bruit de voix régulier accompagnait l'entrée des gens, la plupart déguisés bien que Halloween ne tombât que le mardi suivant. Tout le quartier était décoré pour l'occasion, des squelettes pendaient aux fenêtres, des citrouilles lanternes gardaient les portes. La pluie avait fait place à une bruine incessante. Au pied du perron, on avait installé un épouvantail représentant le monstre légendaire de Gentry, Poussière, la sorcière, avec ses cheveux de ficelle et de fil de fer et sa figure ricanante. Elle se profilait devant l'escalier, énorme et sinistre. Je remontai l'allée sans échanger un mot avec Roswell. Il n'était pas vraiment déguisé, mais portait des crocs de plastique sur des canines. Il n'arrêtait pas de me surveiller du coin de l'œil. Mais quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as laissé. Aïe! Il porta la main à ses fausses dents. Tu as laissé ta vitre fermée. C'est depuis combien de temps tu l'ouvrais toujours dans ma voiture? Je me rendais compte qu'il avait raison. Je me sentais bien, même après un quart d'heure de voiture. C'est embêtant? Bah non, mais ça fait drôle. On s'arrêta devant le perron et derrière nous, quelqu'un entama l'hymne de l'équipe sportive du lycée, fort mais faux.
On fit le tour de la maison pour entrer directement par le jardin sur lequel donnait la cuisine vivement illuminée et décorée surtout de dessins de vaches. Et là, il y avait Tate. Elle s'insinuait décidément partout, toujours en train d'embrouiller ma vie, elle ne me lâchait pas. Dès qu'elle m'aperçut, elle eut un sourire agressif et triomphant, comme si elle m'avait battue à je ne sais quel jeu. Elle était assise entre Drew et Danny. Elle ne s'était pas déguisée non plus, mais portait un drôle de serre-tête orné de 2 étoiles, comme des antennes plantées sur des tiges souples qui se balançaient, scintillant à chacun de ses mouvements. Retenant mon souffle, j'essayai de ne rien montrer, passai devant elle et me dirigeai vers le réfrigérateur. J'en sortis une canette de bière sans alcool et amorçai un mouvement de retraite. Devant l'évier, Danny, en squelette et veste à capuche grise genre Donnie Darko, s'affairait à préparer une sorte de cocktail. Quant à Drew, habillé en lapin, il avait ôté son masque qui traînait sur le plan de travail. Quand il eut terminé de mélanger le gin, la prunelle et la grenadine, Danny tendit le verre à Drew. Allez, goûte et dis-moi ce qui manque. Son frère but une gorgée tout ça. Bah, mais c'est infect. Furieux, Danny lui abistrait un coup de cuillère. C'est toi l'infect, je te demande une critique constructive, abruti, qu'est-ce qui manque? Drew lui envoya la cuillère. Bah, juste de le vider dans l'évier. Bah alors débrouille-toi. Ils firent mine de se battre jusqu'à ce que Danny enfile son masque de lapin sur la tête de Drew et ils passèrent au salon. Roswell avait déjà trouvé le moyen de s'éclipser, sans doute à la recherche de Stéphanie. Je me retrouvais seule avec Tate, sans trop savoir comment m'esquiver, parce que si je n'avais aucune envie d'entamer la conversation sur la mort de sa sœur, j'étais certain qu'elle allait me suivre. En fin de compte, il valait sans doute mieux la laisser parler, tant que personne ne nous écoutait. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer ses formes sous son t-shirt moulant. Je savais que j'aurais eu tort d'entreprendre quoi que ce soit, mais d'un seul coup, je n'avais plus qu'une envie, la toucher. Je m'approchai d'elle, ne serait-ce que pour nous éviter de hurler nos secrets d'un bout à l'autre de la pièce. Elle arborait toujours son sourire cynique qui ne présageait rien de bon. Ses visages sentaient le pamplemousse, ses cheveux, pardon, je reprends. Ses cheveux sentaient le pamplemousse et autre chose de plus léger, d'assez inapproprié tout en restant agréable. T'es déguisé en quoi au juste? Lui demandai-je en tendant la main vers une de ses antennes. J'en sais rien, en montre religieuse robotisée. Un martien en papier d'alu, et toi, au fait. Je posai ma bière, appuyai mes mains sur le plan de travail. Je ne suis pas moi, je suis quelqu'un d'autre. Je suis une personne normale, ordinaire, née dans une famille biologique normale, aux iris bruns et aux ongles qui ne virent pas au bleu parce que les employés de la cantine ont déposé les frites sur le plateau en inox et non en aluminium. Pourtant, je ne dis rien. Elle me fixait d'un air dur et mystérieux. Sans détourner les yeux, elle attrapa le verre laissé par Danny. Ce fut moi qui finis par baisser les paupières. Ne regarde pas comme ça. Comme quoi? Comme si j'étais débile et nulle, que tu me détestais. C'est rien, marmonnai-je en haussant les épaules. Qu'est-ce que tu fous ici? À côté, les filles dansaient et reprenaient en chœur la chanson pop qui conseillait de rester soi-même, de faire de son mieux, et autres niaiseries. Et dire, observa-t-elle d'un fond faussement enjoué, qu'elle y croit à fond. Son expression s'était teintée d'un chagrin si violent qu'il en devenait papable, encerclant ses pupilles d'étoiles rousses. Pourtant, elle souriait toujours de ce terrible sourire, de cet air féroce, comme si elle allait vous arracher la gorge. Je m'appuyai au plan de travail en cherchant quelque chose à dire pour mettre fin à cette discussion, pendant qu'elle vidait le cocktail de Danny d'un seul trait. Impossible de savoir ce qu'elle voulait. Sa sœur était morte et que la petite se trouve maintenant dans un beau cercueil de West Street ou ailleurs ne changeait rien à l'affaire. La mort était irréversible, permanente. Impossible de rien y faire. Pourtant, Tate semblait décidé à y revenir, comme s'il lui suffisait de trouver la bonne réponse pour tout réparer. Les étoiles de son serre-tête se reflétaient sur ses épaules. Tu crois au conte de fées? Me demanda-t-elle. Bah non. Même pas au bon gros truc pour adultes où il suffit de faire tout bien comme il faut, de travailler dur pour obtenir de bons résultats et vivre heureux avec beaucoup d'enfants? Pour toute réponse, je reniflai avec mépris. Bon, conclut-elle. Alors tu devrais être aussi furax que moi de voir que tout le monde ici joue à on fait semblant. Écoute, tu sors les choses de leur contexte.
Je suis désolée pour ta sœur, c'est vrai, c'est terrible. Mais bon sang, ça n'a rien à voir avec mon problème. Son sourire se figea et elle écarquilla les yeux avant de répliquer d'une voix mauvaise. Oh, et si on faisait en semblant, Maki? Si on faisait comme si tu évoluais un peu et regardais les choses en face au lieu de croire que le soleil brille partout et que les licornes existent? Si tu te rappelais que la fille en face de toi possède au moins un demi-cerveau et que tu lui parlais de temps en temps des affreux petits monstres qui apparaissaient dans le lit où dormait ta sœur, si tu lui racontais ça. J'ai senti mes joues s'empourprer, comme si je venais de recevoir une gifle. Pourquoi m'entendis-je aboyer. Je me repris et continuai un murmure. Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apportera? De nouveau, elle secoua la tête, dispersant des étincelles argentées autour d'elle. Tu les prends vraiment tous pour des nazes? J'en restai un instant le souffle coupé, mais finis par me pencher vers elle avec toute l'agressivité possible. Parce que maintenant, je deviendrai une sorte d'expert en tragédie pour ta famille? Qu'est-ce qu'il fait croire que je suis pour quelque chose? Elle partit d'un rire arrogant. Crois-moi, si j'avais pu, j'aurais choisi quelqu'un d'un peu plus viril. Mais on n'a pas demandé mon avis. Je vidai dans l'évier la bière qui se mit à mousser, puis m'éloignai le plan de travail de la cuisine du sourire glacial de Tate. Pour la première fois depuis l'initiative artistique de Joe et Danny, je repensais à mon casier et m'avisai que c'était peut-être bien Tate qui avait écrit Monstre. Mais cette idée ne dura pas longtemps. Le graffiti était apparu le jour de l'enterrement, ce qui l'excluait d'office, puisque je l'avais encore, pardon, ce qui l'excluait d'office, puisque je l'avais alors pas encore mis en pétard. Je suis désolée pour ce soir. Dans le living, la sono devenait assourdissante et la foule plus compacte. Je me frayais un chemin entre super-héros et sorcières sexy, à la recherche d'un abri où me réfugier. Maki? Alice me faisait signe du canapé où elle était assise. Maki, viens par là. Avec elle, tout semblait plus facile, comme sur un îlot pacifique, normal, apaisant. Exactement ce qu'il me fallait. Dès que je fus assis à côté d'elle, elle se rapprocha et sa jambe se colla contre la mienne. Elle sentait la tequila et un puissant parfum poudré qui me fit larmoyer. Elle était déguisée en chat, un costume un peu voyant. Il m'était plus facile de penser à elle en tenue de tennis, lointaine et discrète, mais là, impossible de ne pas remarquer les oreilles pointues et les moustaches noires peintes sur ses joues. Une fille sur 3 avait opté pour ce genre de tenue. Salut, lança-t-elle en se rapprochant. Ses cheveux dépassaient de la barrette censée les discipliner, pour venir effleurer mon bras par vagues onduleuses. On devrait se trouver un coin plus tranquille, ajouta-t-elle. Elle avait les lèvres lisses et brillantes. Dans sa bouche, le piercing me marmonnait une méchante petite chanson, et je me demandais si l'aubépine forte stimulante était assez forte pour me protéger de l'acier, mais également si je désirais vraiment ce que je croyais désirer. J'avais envie de l'embrasser, et je ne me contenterais pas de juste y rêver. J'en avais envie, comme parfois on voulait plonger dans l'eau glacée, même en sachant que ça risquait de ne pas faire du bien. J'avais envie de perdre la tête, de savoir ce que ça faisait d'être quelqu'un d'autre. Elle s'arrangea pour serrer sa poitrine contre mon épaule. Tu veux qu'on aille s'asseoir ailleurs? On est assis là, non? J'en avais les mains moites. Elle me lança un regard contrarié, pencha la tête de côté. Je te parie qu'il y a d'autres endroits plus intimes en haut. Des chambres. Je ne sus que répondre. Oui, oui, et non, et oui. Mais ce que j'aperçus dans l'escalier me coupa le souffle. 2 filles se tenaient au milieu, chuchotant, les coudes appuyés sur la rampe. L'une était ravissante, dans une large robe rose à volants, la tête couronnée d'un diadème, à la main une baguette magique ornée d'une étoile d'argent. Elle semblait douce et rougissante, le genre de fille qu'un prince vous réveillait d'un baiser dans les contes de fées, mais elle était petite, très petite. À côté de moi, elle ne me serait pas arrivée au coude. Et puis, elle avait les plus grandes oreilles que j'ai jamais vues. Quant à l'autre fille, elle n'était ni petite, ni rose, ni mignonne.
Elle avait le visage luisant comme si elle venait de prendre un coup de soleil et dévoilait une entaille aux dents de scie autour de son cou. Pas de sang, juste de la chair déchirée à angles vifs. Le pire, c'était encore son sourire crispé, presque aussi large que sa balafre. Elle dominait toute la salle, mais c'était moi qu'elle souriait. Je me tournai vers Alice. On ferait mieux de sortir. Il fait froid dehors. Là-haut, la fille lâchait la rampe et commençait à descendre. Même de mon canapé, je sentais son infecte odeur de mort. Ce n'était pas un déguisement. Je serrai Alice plus fort, trop fort, l'arrachant au canapé. On sort, d'accord? On va se balader. Dehors, les gens s'étaient regroupés sur le patio, couverts, riant et fumant, buvant de la bière dans des gobelets en plastique. J'essayais de respirer moins bruyamment, mais les pulsations de mon cœur m'en serraient la gorge. À côté de moi, Alice se débattait dans son costume de chat. Cette queue est horripilante! Ce qui ne l'empêcha pas de se dresser soudain sur la pointe des pieds, juste devant moi. De sa bouche, le piercing vibrait vers ma langue. Elle avait posé une main chaude sur mon bras et ses lèvres effleuraient presque les miennes. Je déglutis en me demandant pourquoi ce n'était pas le plus beau moment de ma vie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle son haleine d'inox et de tequila. Elle prit un air avantageux. Dis donc, tu es gai ou quoi? Je la dévisageais si belle dans la lumière du perron, en même temps si lointaine, je fis non de la tête. Alors, qu'est-ce que tu as tant sérieux? À vrai dire, elle ne m'avait jamais vraiment regardée, ni même vue. Elle était là, à inventer des histoires compliquées, alors que Tate avait raison. La réponse était depuis toujours dangereusement évidente. Pour qui voulait se donner la peine de regarder? Tate, les yeux levés sur moi, son visage tout près du mien, me disant que l'être dans le cercueil n'était pas sa sœur, que quelque chose d'autre avait trouvé la mort dans son petit lit et elle désirait juste que quelqu'un l'écoute enfin. Alice se rapprocha davantage. Tu m'écoutes? Non, je ne t'écoute pas. Sous un arbre dégoulinant de pluie, j'étais en compagnie d'une fille dont la sœur n'était qu'une victime de plus de notre sale petite ville et qui avait le bon sens de s'en offusquer plutôt que de se laisser abattre. Je n'arrivais pas à songer à autre chose, et cela nous éloignait, Alice et moi. La porte moustiquaire claqua derrière nous. Je me retournai, certain de voir surgir les deux drôles de filles, mais ce fut Tate qui vint poser la main sur la rampe du perron. Ses étoiles d'argent se balançaient sur sa tête. La lumière de la cuisine brillait derrière elle, formant un halo surnaturel. Je ne distinguais pas son visage, mais son ombre se propageait entre nous. Moi, Alice, moi, Alice. Et moi, je gardais la tête levée comme un chevalier sous le balcon de sa belle. Elle s'avança un peu et la lumière éclaira enfin son visage. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. À quelque chose de remarquable, j'imagine. Mais elle avait son air de tous les jours, complètement blasé. Roswell te cherche! Je le trouvai dans le living au milieu d'un groupe de filles du club de meilleurs élèves. Il sourit, m'adressa un signe, puis se pencha vers Stéphanie, la faisant éclater de rire en lui montrant ses crocs. Je bousculai un peu Jenna Porter, qui paraissait s'ennuyer, ferme et buvait trop. Elle portait une toge et une couronne de laurier, mais avait gardé ses chaussures habituelles rouge vif, avec des petites fleurs découpées sur les orteils qui n'allaient pas du tout avec son costume. Salut, lançai-je. Elle m'adressa un vague sourire. Plus loin, face au vestiaire, les deux drôles de filles bavardaient derrière leurs mains. Je fis semblant de ne rien voir, mais Jenna les aperçut et secoua la tête. J'ai hâte de m'en aller, marmonna-t-elle en touchant sa petite croix d'acier. L'année dernière, je m'installe à New York. Pardon. L'année prochaine, je m'installe à New York. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à New York? Demandai-je en haussant les sourcils. J'avais réussi à garder un ton calme malgré ces deux filles qui me perturbaient, au point que je m'étais à faire la conversation. Certainement la réaction la plus singulière de ma vie. Ou alors à Chicago, continuait Gina, ou à Boston, ou à Los Angeles, n'importe où. Elle pissa les yeux d'un air sinistre. Oh, zut! J'irai même à Newark ou à Détroit pourvu que ce soit loin de ce troupeau perdu. Elle n'avait pas besoin de préciser le fond de sa pensée, pourvu que ce soit loin de ces gens. Je cherchais quelque chose de neutre et rassurant, quand j'ai senti une odeur de viande pourrie. La fille à la gorge coupée venait vers moi, se frayant un chemin dans la foule avec la petite fée rose qui trottinait derrière. Mon pouls s'emballa. Jenna émit un gémissement aussi apeuré que dégoûté. Oh, c'est le pire costume que j'ai vu de ma vie. Ah, je te jure, tu es déguisée en quoi? La fille ne lui répondit pas, se contentant de lui décocher un sourire halluciné, si bien que Jenna préféra s'éloigner.
Je restais seule face à cette espèce de cadavre ambulant. « Hey, tu nous évites ?» demanda-t-elle dans un souffle pestilentiel. « J'aurais pourtant cru que l'aubépine favorisait la discussion. » « Va-t'en. » Je n'arrivais pas à la regarder avec son cou béant qui chuintait quand elle parlait. Son sourire s'élargit sur ses dents jaunes et acérées. « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu as peur d'attirer l'attention, de révéler ton petit secret. C'est notre saison, ma chère. L'époque où même les pires d'entre nous peuvent sortir en ville et passer inaperçus. » Tu as vu la pluie d'Orionide cette nuit. Ah, pardon. Tu as vu la pluie d'Orionide cette nuit demanda la petite Rose en passant la tête devant son amie. Il y a plein d'étoiles filantes en ce moment, des corps astro séparés de corps mères, originaires de la comète Halley. Tu les as vus? Non. Ses joues s'empourprèrent. Elles ne vont pas attendre leur apogée avant lundi. Tu as tout le temps. L'autre fille se tourna vers elle. Tais-toi, bêtasse! Les gens se fichent des étoiles. Pas lui, je l'ai vu les regarder dans la cuisine. Il les mangeait des yeux. Elle agita sa baguette vers son amie et essaya de tapoter le bras. C'est bon, tu sais, tout le monde n'est pas aussi insensible qu'elle à la beauté. Je regardais droit devant moi, avec l'impression de goûter de la viande rance à chaque inspiration. Qu'est-ce que vous cherchez toutes les deux? Le sourire de l'autre fille s'élargit. Toi, bien sûr. C'est toi qu'on cherche. Oui, enchérit la petite Rose avec un sourire qui lui plissait les paupières. On est en chasse. Elle renversa la tête en arrière comme si elle n'avait jamais rien entendu de plus drôle. Ta sœur adoptive, insista l'autre fille avec son regard laiteux, a accepté notre aide et elle nous doit maintenant un petit service. Viens au crassier et dépêche-toi, sinon on trouvera Emma et on se payera sur sa peau. Oh non, ne sois pas méchante, dit la Rose en tapotant sa baguette. Malcolm, s'il te plaît, sois aimable et coopérative et tout se passera bien. Là-dessus, elles s'éclipsèrent et je me trouvai au milieu du living fleuri de Stéphanie Beecham avec un goût de cendre dans la bouche. Elle m'avait appelé Malcolm. Soudain, Joe était à côté de moi, la laine chargée, le teint en papier mâché. Eh mince, s'exclame-t-il. C'était quoi ça? Quoi? Ces filles-là, tu avais l'air sacrément d'entendre avec elles. Jamais vu de ma vie. En quoi, comme nous le savions tous les deux, je ne répondais ni à sa question ni à son affirmation. Il haussa les sourcils d'un air entendu. Donc tu comptais pas t'en envoyer une? La grande était trop moche. Ah, ça risque pas. J'ai effleuré le bras de Roswell. Dis-moi que tu vas pas t'en aller là. Il ne parut pas très surpris, c'était pas son genre. Pinça juste la joue de Stéphanie et se dirigea vers la porte. Dans la voiture, on s'assit sans rien dire, on regardait juste devant nous. J'avais encore le cœur qui battait à tout rond. Roswell tourna la clé de contact. Alors, tu vas aller faire un tour chez Mason? Non. Ma voix résonna étrangement et je me repris. Faut que je rentre, j'ai un truc à faire. Il acquiesça et enclencha la vitesse. Je lui ai trouvé le profil sérieux, un peu plus jeune que d'habitude. Je ne dis rien d'autre, car rien ne me venait à l'esprit. J'avais trop de choses en tête. Je me rappelais qu'Emma était à la maison, en train de travailler sur son projet de botanique ou blottie dans son lit avec un bon bouquin, autrement dit, en sécurité. Il le fallait, car je ne pouvais m'empêcher de redouter le contraire. Viens au crassier. Une pure invitation. Mais le crassier n'était qu'un amas de gravats abandonnés et envahis par les mauvaises herbes. Je n'y trouverais rien, sauf si ces filles étaient aussi surnaturelles que le paraissaient. Il devait s'y cacher un secret, il devait exister un moyen d'y entrer. Car parfois, la nuit, les morts se relevaient pour errer par les rues désertes. Selon les sombres rumeurs, des histoires destinées à endormir les enfants, quelque chose vivait sous la chaux et le schiste. Sans être expert en la matière, je pouvais affirmer que la fille de la soirée était morte. Témoin, son odeur de chair en décomposition. Et puis, nul ne pouvait vivre avec les artères ouvertes. Elle arborait un sourire atroce, et en moi s'insinuait la peur qu'elle ne représentait que la partie émergée de ce qui m'attendait si je me rendais là-bas. En fait, une seule chose m'importait. Maintenant que je regardais par la vitre sur le trajet du retour,
Emma. Elle avait voulu m'aider, et cette petite bouteille d'aubépine m'avait bien servi. Mais quel serait le prix à payer? À vrai dire, peu importe. Il n'était pas question que je laisse quoi que ce soit lui arriver. Je savais donc ce qu'il me restait à faire. Je vous remercie à tous pour le présent, je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.